Et pour notre Zoom du jour, nous recevons à Michel Fauquier. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Michel Fauquier, vous êtes professeur de chaires supérieures, docteur ès-lettres et agrégé de l'université. Vous êtes chargé de cours sur la civilisation européenne à l'Institut Albert Legrand, où vous êtes directeur de recherche. Vous êtes également chercheur associé à l'université de Poitiers et vous publiez cet ouvrage, Une histoire de l'Europe, et c'est édité aux éditions du Rocher et la sortie est prévue le 26 septembre. Michel Fauquier, en 2008 et 2010, vous aviez déjà livré une première réflexion sur l'histoire européenne. Pourquoi vous est-il paru nécessaire de recommencer cet exercice, d'insister en publiant ce nouvel ouvrage? Eh bien parce que entre la première publication et celle-ci, il y a eu une série d'événements qui m'ont convaincu d'un fait que je n'avais pas nécessairement bien observé dans un premier temps et qui a trait à la difficulté que nous avons à accrocher en fait la partie occidentale à la partie orientale de l'Europe. Je fais évidemment allusion ici à tout ce qu'on a appelé la crise dont les effets ont été particulièrement sensibles en Grèce, mais que l'on pourrait en fait élargir aux crises sous toutes leurs formes, qui ont frappé sur précisément les deux zones d'attache de l'Europe à l'Asie, que sont les Balkans, qu'on appelle un peu trop facilement l'Europe centrale. C'est une vision française. Voilà, c'est une Europe, si vous voulez, qui est plutôt un pivot qu'une Europe centrale. C'est pas tout à fait la même chose. Et le Caucase. Dans ces deux zones, il y a eu et il y a encore un nombre de crises qui sont extrêmement graves, dont on ne parle pratiquement plus, comme d'ailleurs vous l'avez noté, on ne parle plus de la crise grecque, alors qu'au moment où nous parlons, il y a une proportion tout à fait effrayante de la population qui ne peut manger que grâce aux distributions de nourriture. Hein. Or, nous avons l'impression que la crise a cessé. Tout ceci a fait apparaître qu'il y avait une difficulté et que cette difficulté pouvait s'inscrire dans l'histoire, ce que j'ai effectivement confirmé en reprenant à frais nouveaux les travaux que j'avais faits à l'époque, auxquels par ailleurs, grâce aux travaux en particulier de Stéphane Courtois, qui n'était qu'au commencement de ses publications, j'ai pu ajouter des développements très actuels sur l'état de l'étude des systèmes totalitaires. Stéphane Courtois, qui, rappelons-le, est notamment l'auteur de cet ouvrage, Le Livre noir du communisme. Oui, en particulier. Et de tout ce qui a suivi après, parce qu'en fait, il est l'auteur d'une œuvre, au sens le plus noble du terme. C'est un travail de géant, de titan, une des œuvres majeures de l'historiographie contemporaine, dont on n'a pas fini d'explorer tous les développements ultimes, et qui révèle à chaque fois des choses extraordinairement étonnantes. Je pense, en vous parlant, évidemment, à sa biographie monument de Lénine, qui est vraiment un ouvrage très important, du même niveau en termes de révélation que le Livre noir du communisme. Alors, pour rentrer directement dans votre ouvrage, Michel Fauquier, vous commencez en Ionie, au 5e siècle avant Jésus-Christ. Pourquoi ce lieu, pourquoi ce temps? Eh bien, les historiens ne décident pas de ce qui se passe dans l'histoire. Ils prennent, ou du moins, s'ils sont historiens, ils prennent acte des faits. Et en 499 avant Jésus-Christ, les Grecs se rappellent aux mauvais souvenirs des Perses, qui avaient pris un peu l'habitude de les avoir sous leur tutelle, et vont déclencher, d'ailleurs par une geste un peu inconséquente de la part des intéressés, en l'occurrence les citoyens de la ville de Milet, vont déclencher ce que nous appelons les guerres médiques. Ceci a un rapport direct avec notre sujet, car ce sont ces guerres médiques qui vont faire apparaître aux yeux des Grecs, qui en l'occurrence se situent en Asie, ceux-là, qu'ils ne sont pas des Asiatiques. Et que donc, la simple conception d'une Europe sur la base géographique ne suffit pas à définir ce qu'est l'Europe. L'Europe est certes quelque part dans le monde, elle n'est pas en Amérique ou en Afrique,
Mais alors on dit, oui, mais alors pour l'Asie, qu'en est-il, n'est-ce pas? On parle même parfois d'Eurasie. Eh bien évidemment, si on se contente d'une simple appréciation géographique, il est impossible de dire de façon extrêmement tranchée, par exemple en disant que c'est l'Oural, mais dans ce cas-là, pourquoi pas une montagne plus loin, une montagne plus près, n'est-ce pas? Bien. Cette question de l'identité, pour dire les choses autrement, de l'Europe. Ce qui va compléter cette vision, c'est évidemment la dimension civilisationnelle. Et au moment où ils se révoltent, les Grecs de Ionie, qui sont en Asie, prennent conscience qu'ils ont tout en commun avec les Grecs d'Occident et rien avec les Perses sous la domination desquels ils sont. Et par là même, ils font jaillir dans les mémoires, voilà, dans la mémoire de ce que eux-mêmes vont appeler l'Europe d'ailleurs, eh bien cette idée que nous appelons nous-mêmes l'Europe actuellement. Alors, après la Grèce, vous évoquez Rome. Pour vous, cette cité était le premier nom et la première forme de l'Europe. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Eh bien, lorsque les Grecs se soulèvent contre les Perses, ils ne dessinent pas une forme. Ils font apparaître une frontière mentale, une ligne, si vous voulez. Mais cette ligne n'a pas de forme, car à l'époque où les Grecs se lancent dans cette aventure, ils ont une idée très très vague de la forme générale des continents, et donc plus on s'éloigne de la Grèce, moins on sait exactement ce qu'il y a. Il faut donc attendre Rome et la construction de cet empire tout à fait improbable, extraordinaire, d'une certaine manière beaucoup plus extraordinaire même que l'empire d'Alexandre, qui d'abord n'a pas duré bien longtemps, et qui s'appuie en gros sur une seule ère civilisationnelle, alors que Rome va unir des espaces qui ont très peu de points communs. Pensez qu'ils vont arriver assez loin au nord des îles britanniques, juste avant l'Écosse, qu'ils vont s'arrêter un petit peu après le Rhin, qui vont englober la totalité du reste de l'Europe et le pourtour méditerranéen. Bien. Ce faisant, eh bien, ils vont permettre de préciser l'idée que nous avions et qu'ils avaient de l'Europe, et ainsi lui donner une forme. Et une forme au sens le plus puissant du terme, puisqu'ils vont structurer cette forme. Ils vont inventer la notion de province, la notion de diocèse, qui à l'origine est une notion administrative, et la notion de prétoire. Je l'ai fait un peu dans le désordre d'ailleurs, c'est province, prétoire, diocèse. Le christianisme va arriver à Rome. Est-ce qu'on peut parler à cette époque de révolution? Alors, le Christ lui-même nous dit qu'il est venu jeter un feu sur la terre. Je ne pense pas qu'il veuille dire qu'il avait l'intention de mener une révolution. Sinon, comme le disait un cardinal qui avait terminé les Journées mondiales de la jeunesse à Paris, la révolution de l'amour. Donc, si on accepte l'image en ce sens-là, oui, évidemment, le christianisme a profondément renouvelé la civilisation sur laquelle il va s'appuyer, bien sûr, mais il ne la défigure pas. Et c'est la grande différence avec une révolution, c'est que, pour faire simple, dans les conceptions modernes des révolutions, elles ont pour finalité, à l'image de la Révolution française, dont nous allons évidemment parler, de faire, comme on dit, table rase du passé. Le christianisme ne fait pas table rase de l'humanité, ne fait pas table rase de la Grèce, de Rome. Elle vient, c'est Henri Irénée Marot qui le dit dans une formule remarquable, le christianisme vient sauver le monde. Voilà. Il ne vient pas le faire disparaître. Et donc, en ce sens-là, acceptons, si vous voulez, l'idée de révolution, mais en ce sens-là. Alors, Michel Fauquier, après l'effondrement de l'Empire romain d'Occident, s'ouvre le temps moyenâgeux, et pour vous, ce qualificatif paraît péjoratif, voire même insultant. Expliquez-nous pourquoi. Il l'est doublement parce que, sous la forme précise de moyenâgeux, c'est carrément une injure, hein, voilà. Mais même sous la forme atténuée de médiéval, il dit tout simplement quelque chose, il dit la médiocrité axiale supposée du projet. Voilà. D'où vient ce terme Moyen-Âge? Médium.
médium. Qui l'a créé? Je veux dire, à quel moment a-t-il été inventé? En fait, au XVIe siècle, les tout premiers, ce qu'on appelle les tout premiers humanistes, dans le milieu italien, Pétrarque l'utilise par exemple, mais aussi Rabelais, hein, avec l'idée que c'est un âge moyen, un âge médiocre. Et finalement, vous savez, quand quelque chose est moyen et médiocre, ça finit très rapidement par être carrément mauvais, sombre et tout ce que l'on veut. Et alors justement, à l'opposé, que devons-nous à cette ère médiévale? Eh bien écoutez, sans grande originalité, je vais rappeler comment Régine Pernoud a commencé cet ouvrage qui a fait à l'époque autant de bruit que le livre Nord du communisme dans un registre un peu différent. Qui est la grande spécialiste de Jeanne d'Arc. Oui, mais c'est surtout une chartiste et une médiéviste. Elle va bien au-delà simplement du personnage de Jeanne d'Arc, le fameux pour en finir avec le Moyen-Âge. Elle propose de faire l'expérience suivante, de rentrer un jour où il fait beau dans la cathédrale de Chartres et de simplement regarder. Et que voit-on? D'abord, on voit la lumière, pas l'ombre. On voit la performance architecturale. On voit tout ce qui suppose ce bâtiment dont nous savons très bien qu'il n'avait pas à proprement d'architecte. Mais alors que nos architectes actuels sont parfois pas capables de réaliser des ouvrages dont on peut admettre qu'ils sont parfois peut-être un peu trop complexes dans leur mission, hein, je pense par exemple au Parlement européen, sur lequel je termine mon ouvrage, bien, ces gens n'étaient pas mus au fond par un désir technique. Ils n'avaient pas envie, pardonnez-moi cette trivialité, d'épater, si vous voulez, en disant qui que ce soit, d'épater la galerie, n'est-ce pas, en disant on va faire la plus belle cathédrale du monde. Mais un fait est qu'un autre moteur a construit cette cathédrale. Et quel est ce moteur? Eh bien, c'est la foi. C'est certainement le plus grand don que l'époque médiévale peut nous faire, c'est-à-dire le souvenir qu'une certaine forme d'unanimisme, il ne faut pas le pousser trop loin, et surtout pas l'appuyer sur n'importe quoi. Mais quand il est appuyé sur le christianisme, il n'y a pas de risque. Bien. Eh bien, le souvenir que si l'on construit une civilisation autour d'une forme d'unanimité vertueuse, cette civilisation ne produit globalement que du bien et fait grandir les hommes qui la connaissent. Donc il est parfaitement injuste de regarder le Moyen-Âge comme on l'a fait à travers ce regard qui était clairement dédaigneux de la part de Pétrarque et des autres continuateurs, hein, parce que ça ne rend pas compte de la réalité d'un âge qui a développé une philosophie, qui a fondé, j'y suis un peu attaché, l'université, qui a fondé tout simplement la science, car on l'oublie. Quel est le propos originel de l'université? C'est la théologie. Et qu'est-ce que la théologie? Que l'on confond beaucoup avec une sorte de catéchisme amélioré. Ça n'a absolument rien à voir. Le catéchisme est l'enseignement de la foi. La théologie est la réflexion sur les choses de la foi. C'est la première fois que dans l'histoire de l'humanité, un corps constitué va se consacrer à l'étude de la plus grande des choses qui soient. Et c'est la raison qui en fait la mère de toutes les sciences. Nous l'avons évidemment un petit peu oublié, pour des raisons que l'on comprend bien, mais c'est bien cela le propos d'origine. Et qui d'ailleurs est à l'origine d'une polémique à l'époque, certains estimant que ça n'est pas possible, ça n'est pas pensable et peut-être même pas souhaitable. Alors Michel Fauquier, on en arrive au temps moderne et qui arrive à la charnière des 15e et 16e siècles. Qu'est-ce qui marque leur avènement? La modernité est un moment où les extraordinaires potentialités de l'esprit humain vont pouvoir s'exercer de manière apparemment infinie. Voilà, un petit peu comme de nos jours, on a l'impression que le développement technique pourrait être apparemment infini. Et en même temps, un moment où l'on perd le sens de l'unanimisme auquel je faisais allusion tout à l'heure, où finalement, on va remplacer l'exploit, quel qu'il soit, les grandes découvertes, les grandes réalisations, tout ce que l'on veut, on va en fait, disons, se contenter de cela, en oubliant que cela sert quelque chose. Et on va donc inverser le processus. Et au lieu de servir, donc servir, en l'occurrence, l'humanité, on va simplement lui proposer un procès
un projet qui en fait inverse la causalité en lui disant de réaliser des choses sans trop, au fond, savoir pourquoi. Et le résultat, quel est-il? C'est que très rapidement, on va se dire que il n'y a aucune raison de borner cet objectif, donc on va vouloir tout transformer, tout changer, et à chaque fois un peu plus, en sachant un peu moins pourquoi. Et c'est le grand drame de la modernité, parce que elle a les deux. Elle a quelque chose d'éminemment exaltant. Hein. On dit que l'Amérique a été découverte dans le même mouvement, hein, où la foi a été refondée par la découverte des textes originels sacrés. Bien, dans le même mouvement, c'est Pierre Chaunu qui dit ça. Voilà, donc il y a quelque chose de très exaltant. Et en même temps, on voit où la modernité a fini par échouer aussi, quand elle a perdu le sens de ce qu'elle devait faire. Oui, mais ça finira par devenir une déconstruction par voie de conséquence. Ça n'est pas un projet de départ. C'est-à-dire qu'il y a ceci d'assez curieux, contrairement à ce que l'on enseigne très souvent, au risque de choquer un peu, il n'y a pas de projet moderne à l'origine. Il y a un projet médiéval, il y a un projet romain, il y a un projet grec pour des jeux. Il n'y a pas de projet moderne à l'origine. Le projet moderne va se construire petit à petit sous la forme d'une série de rejets qui, évidemment, sous cette forme-là, ne va pas obtenir de grands succès, jusqu'au moment où les Lumières vont avoir le coup de génie de se dire il faut arrêter de rejeter, il faut proposer quelque chose. Mais à vrai dire, ce projet des Lumières est plutôt la conséquence d'un premier échec de la modernité qui n'a pas su trouver ce projet, qu'elle n'est en soi le projet de la modernité. Dit autrement, si vous voulez, très rapidement, Galilée n'est pas Voltaire. Hein. Et c'est pour ça, justement, dans votre ouvrage, que vous dites que les promoteurs du temps des Lumières se sont accaparés un petit peu le terme de philosophe, et que vous dites qu'ils se sont accaparés ce terme avec ambiguïté. Oui, parce que jusqu'aux Lumières, hein, qu'on peut appeler aussi le parti philosophique, parce qu'en fait, c'est un groupe de pression. On dirait de nos jours, en français dans le texte, un lobby, n'est-ce pas? Puisque c'est comme ça qu'on parle français maintenant. Bon, il s'accapare quelque chose qui existe. La philosophie, jusqu'alors, tout le monde voit bien ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? C'est la recherche de la sagesse. Or, lorsque l'on lit le préliminaire de l'encyclopédie, on s'aperçoit très rapidement que le projet supposé, pas supposé d'ailleurs, le projet proclamé de la philosophie des Lumières, c'est le bonheur. Bien. Mais être heureux, c'est pas un projet. C'est ce que l'on fait qui permet de créer les conditions du bonheur. Mais le bonheur en tant que tel sur Terre, n'est-ce pas, n'est pas un projet en tant que tel. Hein. Nous essayons de faire régner la justice, l'équité, voilà, de permettre à tout le monde de vivre. Si en plus on peut y rajouter le bonheur, c'est très très bien. Mais simplement décréter que le bonheur doit devenir le projet par excellence et donc le projet philosophique, c'est oublier qu'il faut des fondements à ce bonheur. Voilà. Or, à cette question, les philosophes des Lumières ne répondent pas tout simplement parce qu'il n'y a pas de réflexion morale chez les philosophes des Lumières, et c'est la raison pour laquelle ils vont avoir un différend assez important avec Jean-Jacques Rousseau, qui lui s'interroge dans ce champ-là. Pas toujours très bien, mais pas toujours de manière inintéressante. Qu'est-ce que vous pensez quand nos manuels d'histoire nous apprennent que la Révolution a mis fin au joug de l'oppression? Qu'est-ce que cela vous évoque? Cette idée de mettre fin au joug de l'oppression qui est marquée quand même dans tous les livres d'histoire que les Français lisent pendant leur scolarité. Bien, puisque vous me demandez ce à quoi cela me fait penser, cela me rappelle qu'enseigner l'histoire et être un historien, c'est pas la même chose. Mais disant cela, je voudrais rappeler que quand on enseigne l'histoire, il faut être un minimum historien. Et qu'est-ce qu'un historien? Un historien, c'est celui qui va s'informer sur les faits historiques. C'est pas celui qui achète 4 manuels, qui les découpe et qui les recolle sur une page qu'il va photocopier en autant d'exemplaires qu'il a d'élèves. Tant que trop de professeurs d'histoire feront cela, ils ne feront pas de l'histoire.
Et ils se contenteront de répéter ce que des éditeurs, car ce sont des éditeurs, impriment. Mais les historiens ne disent plus cela depuis longtemps. Et cette fable a été abandonnée par tout le monde. Personne n'oserait dire une chose pareille actuellement. La Révolution française avait de grands projets, elle aboutit à un grand drame. Et ce grand drame, nous sommes très concernés par ce grand drame, car à bien écouter le discours, cette fois-ci des politiques, si vous voulez, plus largement, eh bien, nous serions en fait les enfants de cela. Mais tant que nous proclamerons que l'on peut à la fois présenter à la terre entière de très grands idéaux et les piétiner immédiatement de la manière la plus évidente et violente qu'il soit, nous ne créerons que du nihilisme. Nous ferons rigoler des générations d'élèves. Et d'ailleurs, c'est ce qui arrive dans ce cas-là. Alors, au-delà de ce que vous venez de dire, Michel Fauquier, vous dites que cette Révolution française est la matrice des totalitarismes du XXe siècle. Est-ce que vous pouvez développer cet argument? Oui, elle est la matrice au sens où elle est la première forme. Elle n'est pas la source d'où jaillit le totalitarisme. Pour moi, comme pour beaucoup, il paraît assez clair que cette source, c'est une thèse qui en particulier a été développée avec brio par le Saint-Pape Jean-Paul II, dans un ouvrage qui n'est pas un ouvrage de caractère magistériel, qui est un ouvrage d'historien, où il fait un retour, en fait, sur son histoire personnelle, et où il a 2 chapitres déterminants sur la philosophie des Lumières, la Révolution française et les totalitarismes. Et il dit la chose suivante. À partir du moment où la philosophie des Lumières s'est développée sur la base d'un projet qui était simplement, comme on dirait plus tard, on devait dire plus tard en France, de jouir sans entrave, d'une certaine façon, ça nous ramène à une certaine forme d'actualité, et que pour cela, il lui fallait se couper de toute forme d'autorité jugeant ses actes. Elle a libéré des forces dont elle n'avait pas la moindre idée et qui ont permis cette première forme qui a été la Révolution française. À partir du moment où vous n'avez de compte à rendre à aucune autorité supérieure, vous pouvez vous présenter comme la source des lois, au sens le plus fort du terme. Bien évidemment que les hommes font des lois, mais ce n'est pas ça que je veux dire. C'est estimer qu'au fond, on peut faire n'importe quelle loi sur n'importe quel sujet. Par là même, la Révolution française, qui en a fait des lois terribles, enfin nous sommes le pays qui a quand même mis à l'ordre du jour la terreur. C'est un acte d'une assemblée élue démocratiquement, pour reprendre les termes convenus, n'est-ce pas? Bien, nous sommes le pays qui a inventé la légalisation de la terreur. La légalisation. Bien. Et donc vous pensez que, par exemple, au temps des bolcheviks, par exemple, ces hommes se sont inspirés directement de la Révolution française pour créer leur mouvement? Il suffit de lire Stéphane Courtois pour savoir que... Pareil pour le national-socialisme. Oui, le national-socialisme, non. C'est un petit peu différent. Le national-socialisme est plutôt une forme de néopaganisme. C'est un petit peu différent, mais qui est aussi... par l'inspiration de la Révolution française. La Révolution française ne l'a pas beaucoup intéressé. Parce qu'il semble y réagir. Par contre, les conséquences de ce que permet la philosophie des Lumières, en fait, va permettre ce retour au paganisme. Voilà. Parce que vous comprenez bien que quand on se libère de Dieu, on peut se libérer de Dieu au sens complet, bien, ou mettre d'autres dieux à la place de ce Dieu. Bien. Donc, le national-socialisme est, lui, plutôt une forme de néopaganisme. Je pense particulièrement aux travaux de Jean Chonu sur cette question qui sont extrêmement éclairants et qui ont bien démontré les choses. Mais pour la question précédente, le lien qu'il y a entre la Révolution française et la Révolution bolchevique, eh bien, c'est précisément un des grands apports des travaux de Stéphane Courtois que nous avoir démontré, preuve à l'appui, que ça n'est pas qu'une thèse. Lénine, tous les grands penseurs bolcheviques du début se sont nourris de l'histoire de la Révolution française et ont vu ce qu'elle permettait. Oui, Lénine aimait entendre la Marseillaise, aimait se faire jouer. Par je ne savais pas. Ça s'est passé dans il aimait toutes sortes de choses. Voilà. Je ne savais pas pour la Marseillaise. Chacun ses goûts. Michel Fauquier, vous terminez, et c'est mon avant-dernière question, cet ouvrage par la maxime de Jean-Paul II. Pas de paix sans justice, pas de justice sans pardon. C'est quoi ce pardon pour vous? Bien, il y a beaucoup de cadavres dans l'histoire européenne.
Il est absolument clair que nous sommes dans le moment le plus dramatique qu'il est pour le dire. Nous sommes après le XXe siècle, qui était pratiquement une succession de machines à créer des cadavres. Nous sommes dans une situation de guerre civile larvée partout en Europe. Je pèse mes mots. Il y a des quartiers dans lesquels on ne peut plus aller. Nous rêvons de nous entretuer, nous rejeter à la mer. Nous ne supportons plus de vivre ensemble. Nous nous vouons les uns aux autres hégémonie, y compris en France, parce qu'on a l'impression de vivre ensemble, de vivre entre Européens, vous voulez dire ou... Non, de vivre en Europe. Et le fait est que... Mais entre Européens ? Alors, le problème est complexe, parce que, là encore, comme je suis un historien, je prends acte des faits. Je ne regarde pas l'Europe que je voudrais, je regarde l'Europe telle qu'elle est. Il n'y a pas que des populations européennes en Europe. Elles ne partagent pas avec nous, tant s'en faut, les mêmes idéaux et les mêmes projets. Bien. Mais au regard de notre propre histoire, on demande pardon de toutes sortes de choses, etc. Il ne s'agit pas d'organiser des séances de... Voilà. Il s'agit de reprendre à l'endroit notre histoire, et particulièrement celle de la modernité, pour arrêter d'enseigner à nos enfants, à nos étudiants, que toutes les expériences modernes, parce qu'elles sont modernes, auraient été de bonnes expériences. Et il faut faire une sorte d'examen de conscience, si vous voulez. Droit d'inventaire. Oui, réellement. C'est-à-dire, c'est pour cela que l'ouvrage, qui reprend d'ailleurs le titre ancien, qui est désormais devenu le sous-titre, parce qu'il permet de mieux le préciser, parle des sources de notre monde. Et l'idée est la suivante, c'est que tant que nous raisonnerons en termes de racines, eh bien, vous voyez bien le problème, c'est que les racines, c'est quelque chose d'individuel. Chacun a ses propres racines. Je suis de tel endroit, de telle famille, je suis attaché à ceci, c'est ça. Bien. Un continent comme l'Europe, c'est tellement gigantesque qu'il y a en fait beaucoup de racines différentes. Il peut y en avoir un certain nombre qui nous sont communes, mais le fait est que dans l'histoire européenne, elles ne le sont pas toutes. C'est pour ça que j'utilise l'image de source. Dit autrement, vous voyez la différence, c'est qu'une source, ça jaillit, ça s'arrête, hein, on peut la nourrir, voilà. Donc, si on regarde ce qui est advenu dans notre histoire européenne comme des sources qui ont jailli, et que l'on admet que toutes ces sources ne sont pas bonnes, certaines étaient excellentes, certaines sont totalement empoisonnées, nous aurons à faire un inventaire entre ces sources pour choisir, en nous regardant, si j'ose dire, dans les yeux, ce que nous voulons garder pour construire ou achever de construire l'Europe. Si nous ne le faisons pas, il va arriver ce qu'il arrive actuellement à l'Union européenne, qui est en train de doucement mourir en donnant l'impression d'aller très bien, en demeurant, mais pas si bien que ça, voilà, que d'aucuns d'ailleurs confondent régulièrement avec l'Europe. Hein. Vous entendez ça tout le temps. On nous dit par exemple, c'est extrêmement frappant, que à la suite du Brexit, le Royaume-Uni quittera l'Europe. Alors je ne sais pas comment est-ce qu'ils vont faire, parce que ça c'est impossible. Ils vont déplacer leur île peut-être. Oui, c'est un effet de la dérive des continents, ça doit être quelque chose comme ça, mais ça c'est pas possible. On peut quitter l'Union européenne. Au rythme où c'est parti, l'Union européenne a même inventé le mécanisme inverse. Les Britanniques ont choisi de sortir, on vient de dire aux Hongrois, si vous pouviez sortir, ça nous arrangerait. On devient fou. Voilà. Et donc, vous comprenez que ces notions de paix, de justice et de pardon, appliquées au cas auquel je viens de faire allusion, si on ne les met pas en œuvre, vont aboutir tout simplement à généraliser la guerre civile et à faire la peau à l'Union européenne. On peut très bien se dire, c'est une solution comme une autre. Vous savez, moi je ne lis pas dans les entrailles, là encore je suis historien, je ne suis pas voyant. Hein. L'Union européenne pourrait peut-être être une bonne chose, mais sous la forme qu'elle connaît actuellement, je ne connais personne, sauf impliqué personnellement et rémunéré par la chose, qui tienne tant que ça. Bien, Michel Fauquier, merci beaucoup d'être venu nous voir sur notre plateau de TV Liberté. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Une histoire de l'Europe aux sources. Et vous l'utilisez d'ailleurs ce terme de source dans le titre de votre ouvrage, De notre monde, et c'est aux éditions du Rocher. Merci Michel Fauquier. Je vous remercie.